Le socle de protection sociale n'est ni une prescription, ni une norme universelle, mais un système souple que les pays, quel que soit leur niveau de vie, peuvent mettre en œuvre en besoins et ressources. Chacun d'entre eux, c'est à son rythme. Le socle de protection sociale, c'est un projet nécessaire, Alors ici, ce qui est intéressant par rapport au système de protection sociale, c'est qu'on se rend compte que c'est effectivement un élément important, un déterminant important, l'état de santé et de bien-être des populations. Ici, nous avons vu trois exemples, donc extérieurs à la France. Le premier évoque justement la Bosfa Familia, qui permet à des populations d'avoir un minimum de ressources pour pouvoir justement accéder à des besoins fondamentaux comme l'alimentation. En contrepartie, les familles doivent envoyer leurs enfants à l'école, ce qui permet d'éduquer en fait la population et de favoriser leur ascension sociale et le développement économique du pays. Donc c'est un vrai investissement pour le développement du pays. Deuxième cas, donc au Maroc, où là, euh, finalement, on pourrait comparer à la CMU ou permanence d'accès aux soins de santé qui peut y avoir, c'est-à-dire aux établissements de santé qui accueillent gratuitement les populations qui ont des revenus très faibles, ce qui permet des soins de qualité, alors que ces populations ne pourraient pas se soigner s'il n'y avait pas ces dispositifs-là. Troisième cas, où là, on crée un minimum vieillesse pour les personnes âgées qui n'avaient pas de ressources jusque-là. Donc tous ces éléments-là montrent que le système de protection sociale va permettre à ces populations d'être en meilleure santé puisqu'ils vont avoir accès à des besoins fondamentaux. Et en contrepartie également, cela va favoriser le bien-être social. Donc grosso modo, les déterminants liés au système de protection sociale ont une réelle incidence sur la santé et le bien-être social. La proximité géographique de professionnels et d'équipements, mais aussi le remboursement des soins ou l'accès à des prestations en nature et en espèces, participent à la satisfaction des besoins fondamentaux. Quatrième déterminant, les déterminants liés au contexte global. Premier élément qui est intéressant, ce sont les facteurs politiques et économiques. Alors ici, nous n'allons pas pouvoir l'évoquer davantage parce que c'est un petit peu compliqué. En tout cas, lire le texte est compliqué. Il s'agit de la réforme du droit du travail qui est d'actualité, ce qui changerait pour Michel 50 ans, salarié. Donc c'est un article qui est tiré du Monde du 4 mars 2016 et qui permet de voir finalement pour une personne ce qui lui arriverait si les conditions de travail changeaient avec cette nouvelle loi du travail. On se rend compte de toute façon qu'il y aurait davantage de flexibilité, donc plus de risques de licenciement puisqu'il y aurait une évolution aussi du CDI, un accroissement probablement des CDD, etc., etc. On est dans ce dispositif, dans quelque chose qui a pour objectif de responsabiliser davantage les entreprises, mais aussi de responsabiliser davantage les salariés. C'est-à-dire que certains choix seraient la volonté des salariés, à eux de capitaliser par exemple euh, leur temps de travail qui leur permettrait de financer des périodes de chômage ou de formation également, etc., etc. Autre facteur, les facteurs liés à la politique environnementale. Donc on est toujours dans l'idée de politique puisque finalement la législation, les plans, les lois ont une incidence sur les comportements individuels et collectifs qui ont une incidence sur la santé et le bien-être social. Ici donc l'environnement, donc on va visualiser également la vidéo. sur le bord des routes, fin des années 50, on est comme au spectacle. On pique-nique au ras du bitume, nez collé au pot d'échappement, pas du tout gêné par les gaz polluants. La route, c'est la modernité.
La route est trop belle ici. C'est plutôt une petite distraction. Ça, c'est agréable, ça. Le français et l'écologie, cela fait deux. À l'époque, sa préoccupation, elle est ailleurs, depuis la fin de la guerre. Sa préoccupation, c'est la reconstruction. C'est aussi que les usines tournent à plein régime et au diable les monstres de fumée qui s'en échappent. Un pays qui découvre des ressources en pétrole, en gaz, en énergie atomique, ce pays-là, c'est la France. Et dans cette France des années 50 en pleine croissance, le chic, c'est de posséder son automobile. Mais voilà. Puis ça sent mauvais partout, tous les... Rançon du progrès, l'atmosphère des grandes villes est chaque année un peu plus polluée. Il y a trop de voitures maintenant. Toutes les saletés qu'il y a, on ne peut pas être ça. On ne peut même plus laisser maintenant les fenêtres ouvertes que les odeurs montent. On est littéralement asphyxié. L'alerte a déjà sonné. Nous sommes en 1970. Fini l'insouciance. La télé tente de sensibiliser les Français à l'environnement. Elle n'y va pas de main morte. La France se réveille, comme avec une gueule de bois. Elle se découvre tel un immense dépotoir. Des décharges poussent comme des champignons à côté des habitations, ici, à Caen. C'est pas intéressant. Surtout pour les enfants, là, ils sont terribles, les jeunes garçons. Ils vont monter là-haut, on risque d'attraper, tu sais quoi. Et là, à Bourges, on brûle des déchets à l'air libre. Une grosse légume qu'il y aurait là longtemps que ce serait parti, ça. Il y a des rats qui se baladent là-dedans. Ah, ben dites donc, j'en ai un, je me l'aurais presque attrapé la main. Qui viennent de la décharge. Des rats goriot qu'ils s'appellent, c'est des rats gris. Sur les rivières, ce sont de drôles de mousses qui apparaissent. Des égouts qui se déversent, des usines qui rejettent leurs déchets. Dans les années 70, l'industriel pollueur a si peu de remords qu'il avoue son forfait sans rougir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la rivière est vraiment atrocement sale. Et vous en êtes en partie responsable, malgré tout. En partie, oui. Oui. Mais en partie seulement. Que contient cette eau? De l'acide. Des rivières souillées dans l'indifférence générale. Il y a bien à cette époque des inspecteurs des eaux, mais ils prêchent dans le désert. Pour que les gens soient un peu préoccupés, il faut que le poisson meure, je pense, non? Ah bah oui, ça, quand tout sera crevé, on s'en occupera. Ça... Voilà, c'est comme le reste. 1973, le premier choc pétrolier, on ouvre les yeux, le tout pétrole n'est plus à la mode. Dans les grandes villes, certains manifestent contre la voiture. Ils ont la mine un peu échevelée, mais quelques idées. Ce qu'on demande surtout, c'est la régularisation de la circulation dans Paris, la mise à disposition de vélos communautaires. Des idées que l'on reprendra 30 ans plus tard. En 1974, l'ennemi numéro 1, c'est ça, la bouteille jetable. On imagine alors le retour de la consigne sur le plastique et le verre, mais évidemment, le français rechigne. Avec la consignation, il y a beaucoup plus de travail, alors que le client prend sa bouteille et s'en va, que c'est terminé. Moi, je suis pour le verre perdu, parce que je suis une femme qui travaille et j'ai pas le temps. L'idéal, c'est évidemment maintenant l'emballage en plastique que l'on peut jeter. Puis vient le temps de la révolte entre 70 et 1980. La colère contre les centrales nucléaires. La colère contre les marées noires qui touchent la Bretagne. 1978, l'Amoco Cadiz échouait avec ses 220 000 tonnes de pétrole brut. C'est le traumatisme de trop. Regardez à l'endroit où nous sommes. Vous voyez ma main. Si je plonge ma main davantage, il en ressort du pétrole. Je crois qu'il y a 30, 40, 50 centimètres. Je ne sais pas exactement combien il peut y avoir de pétrole ici. Se soucier de l'environnement, mais à petits pas, c'est ce qui définit le français des années 2000, qui trie ses déchets, partage ses outils, sa voiture, et parfois même un repas. On appelle cela l'économie du partage. Une mutation sans tambour ni trompette pour lutter contre le gaspillage, et peut-être même apprendre à vivre plus modestement. Donc ici est abordé le facteur lié à l'environnement,
Donc, bien évidemment, on peut très vite comprendre que un environnement pollué aura une incidence importante sur l'état de santé et de bien-être de la population. Euh, on a ici des pollutions diverses, hein, des pollutions atmosphériques et des pollutions de l'eau, notamment par des acides, par les industriels, par des produits pétrolifères, qui de toute façon sont source notamment de maladies métaboliques, de cancers, etc., etc. Aujourd'hui est évoqué le fait que la population et l'État, à travers des lois, prend petit à petit conscience de l'importance de protéger l'environnement. Pour autant, la culture française est a beaucoup de difficultés à intégrer cette variable de l'environnement, et les Français donc ont encore des habitudes qui sont particulièrement délétères pour leur environnement, et donc ce qui a automatiquement des répercussions sur leur état de santé et de bien-être. Donc, comme nous l'avons déjà évoqué, tous ces déterminants interagissent pour favoriser ou prévenir l'apparition des problèmes de santé et de bien-être social. Bon nombre peuvent être qualifiés de déterminants sociaux de santé. Donc il faut bien comprendre que les déterminants, on ne peut pas les séparer. C'est leur interaction qui va avoir une incidence sur l'état de santé de l'individu ou des populations. Donc pour revenir aux déterminants sociaux de santé, ces derniers concernent les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent, vieillissent, ainsi que les systèmes mis en place pour faire face aux problèmes de santé ou aux difficultés sociales. En quelque sorte, c'est pratiquement tous les déterminants que l'on a pu aborder au cours de cette présentation, à l'exception de certains déterminants de type biologique. Les circonstances donc dépendent notamment de la répartition du pouvoir, de l'argent et des ressources à tous les niveaux, mondial, national et local. Les déterminants sociaux de la santé sont l'une des principales causes des inégalités sociales de santé. Concernant cette notion d'inégalité sociale de santé, on en parle lorsque l'on évoque les écarts généralement évitables, injustes et importants entre hommes et femmes, entre groupes socio-économiques et entre territoires dans un même pays ou entre les différents pays du monde qui ont un impact sur de nombreux aspects de la santé des populations. Donc les inégalités sociales de santé, c'est finalement tous les facteurs, ici par exemple le sexe, la catégorie sociale, les territoires, c'est-à-dire des zones géographiques par exemple isolées, etc., etc., qui vont avoir une incidence sur la santé et le bien-être des populations. Alors, nous avons terminé de présenter le grand 1, nous allons passer au grand 2. Comment se mesure l'impact des déterminants? Les déterminants ont des conséquences sur la santé et le bien-être des individus. Et ça, ces conséquences, elles peuvent être aisément mesurées à l'échelle de la population grâce aux indicateurs de santé et de bien-être social. Pour ça, il faut se référer au travail mené sur les indicateurs qui permettent de mesurer cet état de santé et de bien-être. Donc ici, nous allons en évoquer que certains, parce que ce serait beaucoup trop compliqué d'en aborder d'autres. Alors, on peut prendre un exemple, le taux de prévalence du sida, parce que c'est important de comprendre ce que c'est qu'un indicateur et un déterminant. Le taux de prévalence du sida est un indicateur qui permet de mesurer dans une population le nombre de personnes concernées par cette pathologie. Donc ça, c'est simple, on est bien sur la notion d'indicateur quand on parle de taux de prévalence du sida. Le sida, quant à lui, c'est une maladie et c'est un déterminant du bien-être social, car les personnes touchées ont un état de santé qui ne leur permet plus toujours de travailler, et les traitements ont des effets secondaires qui impactent sur leur vie quotidienne. L'indicateur évoqué permet d'évaluer le nombre de personnes touchées, puisque c'est une maladie à déclaration obligatoire, mais des études complémentaires auprès des populations concernées est nécessaire pour appréhender avec exactitude les réels effets sur le bien-être social. Bien évidemment, le taux de prévalence du sida, ça permet de mesurer le nombre de personnes touchées, mais en aucun cas de mesurer les effets que cela pourrait avoir sur le bien-être social.
Donc ces déterminants ont des conséquences sur la santé et le bien-être des individus. Ces conséquences-là, comme on vient de le dire, peuvent être mesurées à l'échelle de la population grâce aux indicateurs de santé et de bien-être. Et là, on va en voir quelques exemples. Tout d'abord, on peut aborder les indicateurs sanitaires. Donc, ils permettent de mesurer l'état de santé d'une population. Ils sont particulièrement intéressants lorsqu'ils sont juxtaposés à d'autres afin d'appréhender l'effet cumulatif de certains facteurs de risque ou de protection. Ici, par exemple, donc, c'est l'écart entre l'espérance de vie des femmes et l'espérance de vie des hommes en 2009, par région. Donc là, on se rend compte que selon la région où l'on se trouve, l'écart est plus ou moins important. Donc ici, la Picardie, que l'on peut retrouver ici, hop, connaît des écarts relativement importants, sachant que entre les départements, cette différence est également essentielle, puisqu'on voit que finalement l'écart est le plus important dans l'Aisne, ensuite dans la Somme et enfin dans l'Oise. Par contre, en région parisienne, autour de la région parisienne, on se rend compte que l'écart est moindre. Donc ça, c'est important parce que ça signifie que derrière cet écart d'espérance de vie entre hommes et femmes, il y a certainement des comportements, des habitudes de vie qui, pour les hommes, sont particulièrement délétères. Autre élément, autre indicateur, si on s'intéresse à l'obésité. Alors, on a ici plusieurs représentations. Une première représentation donc, qui nous présente un petit peu ce que c'est que l'obésité par rapport à l'IMC. Ensuite, nous avons un graphique. On voit très clairement que depuis 1997, l'obésité augmente de manière importante. Un mal qui croît de 6% par an. Les seniors, donc les plus âgés, sont surexposés. Et selon la zone géographique, eh bien, la prévalence de l'obésité est plus ou moins importante. Et donc on voit par exemple que le Nord-Pas-de-Calais est la zone géographique la plus touchée et la Picardie l'est également en seconde position. Voilà. Donc ça, c'est aussi des indicateurs qui sont particulièrement intéressants pour appréhender l'obésité, qui bien évidemment est une pathologie qui elle-même peut avoir des conséquences à la fois sur l'état de santé, mais aussi sur l'état de bien-être des populations concernées. Autre indicateur, les indicateurs sociaux. Donc, ces indicateurs sociaux, ils donnent des informations relatives aux conditions de vie économiques et de travail des populations. Ils peuvent être aussi juxtaposés entre eux et donner naissance à de nouveaux indicateurs que l'on appelle des indicateurs synthétiques, comme l'IDH ou indicateur de développement humain. Alors ici justement on le voit, donc l'IDH par région.